Allez, comme on vous l'a annoncé, c'est la grosse surprise du week-end ici au village moto. Nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous Philippe Pelaes, l'auteur, le nouveau metteur en scène de Jullywood, que l'on connaît bien. Jullywood, c'est une vieille connaissance, Julie. On l'a découvert dans les années, fin des années 40, 1949, je crois, de mémoire. 70 ouais. Ah oui, 49, c'est Michel Vaillant. Voilà. Début des années 70, dans l'univers Michel Vaillant, aux éditions Jean Graton. Jean a décidé par la suite de faire vivre en solo Julie. Et Philippe, aujourd'hui, eh bien, c'est lui qui va avoir la lourde tâche de reprendre le flambeau, de refaire vivre Julie. Comment s'est passée la rencontre entre Julie et toi, Philippe? Alors Julie, déjà, tu m'entends, c'est bon? Ouais, ouais. Elle est très âgée puisqu'elle est, ça fait 45 ans qu'on l'a pas vue, donc la rencontre avec Julie et moi n'a pas eu lieu. Elle a eu lieu virtuellement grâce à l'éditeur Dupuis, donc il voulait reprendre un petit peu cette héroïne qui avait disparu un peu des radars, tout simplement parce qu'elle est née en 1976. Donc il y a eu 8 albums qui lui ont été consacrés jusqu'en 1980. Et comme Jean Graton faisait 2 Michel Vaillant par an, il n'avait plus trop le temps de s'occuper de Julie. Donc en fait, sa série à elle, perso, a disparu. Elle a intégré la série Michel Vaillant en étant l'héroïne de pas mal d'épisodes comme Paris-Dakar, Des filles et des moteurs, Steve et Julie, etc. Donc elle est devenue partie intégrante de la team Vaillante. Mais sa série à elle a disparu au bout de 8 albums. Et donc le pari, c'était de, on va dire, ressusciter Jullywood, donc qui a disparu en 1980, mais en gardant toujours l'image de cette fille de 17 ans, 18 ans, au fort caractère très affirmé, et avec les codes sociétaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la fille qui va absolument devenir une pilote professionnelle et qui donc cherche des sponsors qui utilisent son image grâce à Facebook, grâce à Instagram, Snapchat, etc. et qui essaye donc de financer son projet, son rêve. Jean Graton, quand il a créé Jullywood, il s'est inspiré d'une personne qui existait vraiment, qui s'appelait, j'ai perdu son nom... Dominique Baran. Dominique Biaran. Biaran, ouais. Biaran, en fait, qui était la petite amie de son fils. C'est ça, ou une amie de son fils. Oui, c'est ça, C'est ouais. ça, une amie de son fils. Et Michel Vaillant, il était réputé, le personnage de Michel Vaillant était réputé pour être un champion ordinaire avec de hautes valeurs morales. Est-ce qu'il a conservé ça et est-ce qu'il a conservé ça chez Julie? Et est-ce que toi, tu vas continuer dans le même fil au niveau des valeurs morales que peut représenter Julie? Alors oui et non, parce que pour ce qui est des valeurs morales, donc Jullywood, ça sera comme Michel Vaillant, c'est quelqu'un, donc comme je dis, au caractère très affirmé, et qui a une certaine éducation qui est due justement à son oncle Chris, puisqu'elle vit en fait avec son frère donc Indy et son petit frère Phil et son oncle Chris qui l'a élevé. Mais si tu veux, la faille que j'ai vue quand on m'a demandé de reprendre Jullywood, c'est que sur les 8 albums qui lui ont été consacrés, en fait, Jullywood, on sait que Jullywood est orpheline, elle a perdu ses parents, mais Jean Graton n'a jamais expliqué pourquoi Jullywood était orpheline et de quoi étaient morts ses parents. Un accident, on ne sait pas, il ne l'a jamais évoqué. Donc peut-être qu'il se réservait d'autres albums pour l'expliquer. Et donc moi, si tu veux, j'en ai fait une jeune fille, donc comme tu dis, à la haute valeur morale, pardon, mais qui avait aussi une faille. Et la faille, donc, c'est de savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé à ses parents. Qu'est-ce qu'elle a vécu, quoi. Voilà, et donc c'est ce qui sera un peu l'objet de la première trilogie, avec justement une sorte de mystère à éclaircir. Quand on vient te voir et qu'on te dit, qu'on te propose le deal, le challenge de reprendre la suite de Jullywood, de faire renaître Jullywood, qu'est-ce qui te passe par la tête? C'est, je pense, une consécration, parce que tu fais partie des auteurs aujourd'hui qui sont très prolifiques en termes de production, mais il a fallu que c'est pas ton personnage en fait, c'est le personnage créé par quelqu'un d'autre. Il faut s'immerger, il faut comprendre, il faut enquêter. Comment as-tu cheminé avant d'écrire les premières lignes de texte? Alors le cheminement déjà
dans n'importe quelle BD, quand tu écris, il faut vraiment être le personnage. C'est pour ça, comme on en a parlé déjà un petit peu avant tous les deux, donc j'arrive à écrire plusieurs scénarios en même temps. En fait, quand tu passes d'un scénario à l'autre, il faut vraiment devenir le personnage. Donc devenir Julie Wood, moi qui ai 54 ans, devenir une jeune fille de 18 ans passionnée de moto. Donc moi je suis passionné de moto sans être motard moi-même. Donc il faut lire, il faut visionner, voir des interviews, écouter des podcasts de jeunes motards, de jeunes femmes qui sont passionnées par la moto. Et petit à petit, on arrive à être le personnage. Mais je me suis aussi donc inspiré de ma fille Léna, oui, Léna. Qui est une jeune fille donc de 24 ans avec un caractère aussi très affirmé. Donc en fait on prend toujours, comme je dis, des petits bouts de nous quand on écrit, des personnages qu'on connaît, etc. On prend un peu des uns et des autres, on prend aussi parfois beaucoup de soi-même, sauf que ce sont uniquement les personnes qui nous connaissent qui savent reconnaître au détour d'une phrase ou d'une attitude où c'est qu'est-ce qu'on a mis de nous dans la BD. Et donc c'est pas disons que c'est une première démarche, on va dire, de documentation, de recherche. Une fois qu'on est le personnage, après ça s'écrit très facilement. Voilà. Le tout, c'est trouver une intrigue qui vaille le coup et pas faire de Julie un personnage qui est quatrième à sa première course et puis troisième et puis seconde et qui finalement gagne, quoi. Parce que sinon ça peut être très lassant pour le lecteur. Voilà, il fallait trouver une attaque, un angle narratif suffisant pour pouvoir faire justement une trilogie et qui va être une enquête policière en fait sur la mort des parents de Julie Wood. Et donc là, l'axe de départ, c'est de partir de là où s'est arrêté le dernier album. Donc le tome 8 de la saison 1 qui est sorti en 1980, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça. En fait, on retrouve Julie Wood en fait comme elle est au début de l'album numéro 1. C'est-à-dire, je dis ça parce que c'est ce que je lis. Hein. Oui, mais si tu veux, on s'arrête pas. Parce que Julie à la fin de l'album 8, elle a déjà vécu plein d'aventures, etc. J'attends qu'il ait fini son banc. Attends. Donc je te disais, oui, en fait on retrouve Julie Wood au début de son histoire, c'est-à-dire l'album numéro 1, le premier tome, donc une jeune fille de 18 ans qui est prête à tout pour devenir une pilote professionnelle. Donc on fait connaissance avec ses deux frères, le petit gamin qui filme ses courses d'entraînement pour justement la promouvoir sur les réseaux sociaux, les relations qui sont avec l'oncle Chris qui sont un peu tendues parce que justement l'oncle Chris semble cacher quelques lourds secrets familiaux qu'il ne va absolument pas révéler. Voilà, c'est une autre Julie Wood. C'est une autre Julie Wood. Mais la nouvelle saison ne commence pas là où s'arrête la première, parce que la première, non, elle a vécu trop d'aventures. Oui, là, il a fallu la faire évoluer dans le temps, avec également des nouvelles technologies. Les motos vont changer. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait que tu n'es pas seul dans l'aventure Julie Wood. Moi qui suis un profane en bande dessinée, j'ai découvert en préparant notre rencontre que vous êtes essentiellement trois workers. 4, ouais. 3 voire 4 workers. Voilà, donc pour Julie Wood, on travaille donc, alors je travaille avec Claudio Stassi, qui est un dessinateur italien qui fait la série Henri Vaillant, justement, donc il fait partie de la même équipe. Après, avec le storyboarder Marc Bourgne, qui est aussi dessinateur de BD, auteur de BD, mais qui a fait le storyboard, qui a un sens de la mise en scène qui est vraiment très pointu, et le coloriste Florent Daniel. Donc on est 4, et le tout chapeauté par Denis Lapierre. Donc Denis Lapierre qui est le boss de l'équipe Vaillante chez Dupuis, et aussi par Jean-Louis Daugé qui lui est le directeur de la marque Vaillante et qui assure la promotion un peu partout et qui se donne corps et âme pour la promotion des albums et des séries. L'initiative, c'est Denis ou Jean-Louis qui l'a eu ? Donc Denis, l'éditeur. Denis Lapierre, ouais. Denis Lapierre, l'éditeur. Ou est-ce que c'est Jean-Louis qui sont venus en premier te voir ? Alors au départ, c'était Elsa Suckman qui était une éditrice chez Dupuis et qui venait en fait de la part de Denis Lapierre pour tâter un petit peu le terrain et savoir si au milieu de mes nombreux projets, j'étais intéressé pour reprendre Julie Wood et voilà, si c'est quelque chose qui pouvait se faire. Mais alors moi, ce qui m'intéressait, c'était que je reprenais pas 13 ou je sais pas, ou Lucky Luke, enfin les séries, c'était sortir de ma zone de confort. Ce que je fais après pour chaque BD, c'est reprendre quand même un personnage qui quelque part a été un peu oublié, parce que Michel Vaillant, tout le monde s'en souvient. Julie Wood, à part ceux qui connaissent vraiment Michel Vaillant et qui savent qu'elle est l'héroïne de quelques albums, depuis 45 ans, depuis 1980, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts, et donc c'était un vrai challenge de faire ça. Et donc c'est ce qui me plaît moi, dans la BD, c'est chaque fois d'écrire de nouvelles choses. Donc là, l'objectif, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Bon, il y a la commande ou le projet, c'est
3 albums, c'est ça? Voilà, 3 albums. Est-ce que tu as déjà les histoires, tu sais déjà ce qui va se passer jusqu'à la dernière page du 3e album ou pas encore? Alors, pour une fois, je vais répondre oui, puisqu'en fait, quand j'écris, je ne sais jamais comment se termine une histoire. En fait, j'écris toujours la scène d'exposition, c'est-à-dire les 3 ou 5 premières pages d'un album. Il faut toujours que ça finisse par une page impaire, c'est-à-dire une page de droite, pour que le lecteur ait envie de tourner la page. Ah, c'est pas simple, hein. Les scènes d'exposition sont toujours vachement importantes, donc les 3 ou 5 premières pages. Et généralement, quand j'écris, je ne sais jamais où c'est que je vais. Sauf que là, c'était un peu le deal, quoi. Il fallait que j'ai les 3 histoires, que je fasse un résumé, un synopsis, des arches narratives, on appelle ça. Donc des 3 premières histoires. Après, j'avais quand même la liberté de changer au fur et à mesure de mon écriture. Donc j'ai écrit les 2 premiers albums et je sais comment finit le 3e. Et c'est une des rares séries pour lesquelles je sais comment finit l'histoire. Généralement, je ne sais jamais comment je finis. C'est juste à quelques pages de la fin que je sais que j'ai la fin de mon histoire. Mais là, non. Le deal, c'était vraiment d'avoir la totalité des 3 histoires. Donc en fait, Julie fait des courses en American Flat Track, donc qui sont des courses qui se déroulent sur un ovale de terre aux États-Unis. C'est un championnat. Il y a 3 catégories. Et la catégorie L, c'est les monocylindres, ce qu'on appelle la FT Singles. Donc monocylindres de 450 cm3 sur des ovales qui font soit 1 mile, soit un half mile, ça veut dire 1,6 km ou 1 km. Et donc au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on va la faire se déplacer en Europe. Et elle va notamment dans l'album, dans la deuxième partie, se rapprocher de la Belgique pour participer au super moto de Mété en Belgique. Voilà. Donc au fur et à mesure, on va essayer de la rapprocher de l'Europe pour que les lecteurs s'identifient un peu plus à elle que si elle était une simple coureuse d'ovale aux États-Unis. Justement, le lectorat, il est essentiellement, du coup, tu fais ça parce que le lectorat est essentiellement européen? Ben, je fais ça parce que j'en ai envie déjà. C'est ça le truc. Non, après je sais pas, c'est plutôt ça, c'est plutôt Dupuis qui te demande, qui te dit voilà, il faudrait que Julie se rapproche de l'Europe parce que le lectorat s'identifiera plus à elle si elle court en Europe, et notamment pourquoi pas après en MotoGP, que si elle court sur des ovales aux États-Unis. Donc ça c'est plutôt une demande de Dupuis. Après pour le lectorat on verra. Est-ce que ce seront des motards, des jeunes femmes, on ne sait pas, on verra, ou des anciens, des nostalgiques de Michel Vaillant, de Julie Wood. Ça, c'est une BD, une fois qu'elle est écrite et publiée, elle n'appartient plus aux auteurs, quoi. Elle appartient au public. Et du coup, est-ce que dans l'histoire des 3 albums là, qui sont prévus à sortir, le premier sort en 2025, ouais. L'idéal c'est faire 2025, 2026, 2027. Exactement. Et est-ce que Julie va grandir, vieillir? Est-ce qu'elle va évoluer sur son rang social? Est-ce qu'elle va bouger, ou est-ce que tu dois garder quand même une certaine fidélité au personnage de base, même si là tu l'as faite avec 1 an de plus? Ouais. 1 an de plus malgré les 45 ans d'écart, tu l'as faite jusqu'à 1 an de plus. Est-ce que là tu as la liberté de l'accompagner à grandir pour la suite? Alors Julie Wood, comme tous les personnages de BD, ne vieillira pas, parce que les personnages de BD ne vivent jamais, ceux qui ont 50 ans. Tintin a toujours le même âge, Astérix pareil, donc en fait elle ne vieillira pas. Et si on a fait, dans la première série elle avait donc 17 ans, sauf quand tu regardes le dessin de Jean Graton, qui est un dessin très précis, tu as plutôt l'impression que c'est une femme de 30 ans, quoi. C'est pas du tout une gamine de 17 ans qui est mineure, quoi. Enfin, quoi que la majorité en Californie c'est 21 ans. Donc nous on l'a faite donc avec 1 an de plus, 18 ans, mais avec des formes un peu plus rondes, un peu plus poupines, avec un visage plus enfantin, ce qui n'était pas le cas du dessin de Jean Graton. Quant à l'évolution, on verra un petit peu comment ça se passe. Julie en fait, dans ma trilogie, est vraiment faillible. C'est-à-dire qu'elle est complètement hantée par la mort de ses parents et elle veut vraiment savoir ce qui s'est passé, surtout qu'il y aurait une histoire de mafia polonaise derrière. Je ne peux pas tout révéler, mais donc son évolution, elle, va être de se blinder un petit peu par rapport aux autres, surtout que vu sa beauté et vu, on va dire, ses formes généreuses, elle est sollicitée pour autre chose que de la moto. Voilà. Je ne peux pas non plus tout dévoiler, mais en tout cas, voilà, donc son évolution, ça va être un peu le regard par rapport au monde, le regard par rapport aux autres, et en fait, elle va apprendre en fait à se blinder, ce qui est quelque part aussi un peu le cas dans les albums de Jean Graton, où elle était quand même assez harcelée. Voilà. Sauf que le harcèlement dans les années 70 n'est pas le même que le harcèlement dans les années 2020. Voilà. Donc tout ça, j'en tiens compte dans mes histoires. Ça tombe super bien parce que c'était la suite de ma question.
Est-ce que, voilà, j'allais exactement te parler de ça, de l'évolution sociale par rapport à la position de la femme dans un univers essentiellement masculin. Tu parles du harcèlement. Et donc ça, tu me dis, t'en as forcément tenu compte. On parle de MeToo, on parle de l'évolution de la femme dans le milieu de la moto qui a énormément grandi. On a de plus en plus de femmes qui nous rejoignent dans le milieu de la moto. On le voit également sur les réseaux. Tu dis que Julie va utiliser les réseaux pour chercher des partenaires et des sponsors pour financer son championnat. Est-ce que ça, oui, forcément, tu as dû adapter sa féminité, entre guillemets, à l'univers de maintenant, des années 2020? Oui, complètement, parce que par rapport au réseau, Julie les utilise mal au départ. C'est-à-dire qu'elle pense que, donc ça je révèle un petit peu de l'histoire, mais elle pense que pour trouver des sponsors, il faut se présenter plutôt une fille sexy à moto. Et si tu regardes les photos de femmes de motardes, c'est plutôt généralement des poses sexy, etc. Et elle va très vite s'apercevoir en fait que les réseaux ont un côté un peu pervers, justement puisqu'elle est contactée par des gens qui voudraient qu'elle fasse de la publicité pour des oranges, mais en bikini sur sa moto, quoi. Voilà. Donc elle va apprendre aussi à maîtriser les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier aussi que quand Jean Graton écrit Julie Wood dans les années 70, donc on commence en 76, donc c'est un peu la nostalgie des 30 glorieuses, et donc c'est un monde quand même très insouciant. Et justement, à la fin des années 70, c'est tout le contraire ce qui va se passer. Alors je ne sais pas si la fin de Julie Wood correspond à ça, mais tu as déjà le premier choc pétrolier en 73, le second choc en 79, et la nostalgie des années 70, et quand même, c'est un monde qu'on a idéalisé, parce qu'en fait les années 70, c'est quand même une période extrêmement, surtout la fin des années 70, extrêmement anxiogène, avec t'as la guerre en Afghanistan, t'as la guerre du Liban, la guerre Iran-Irak, t'as l'apparition, le début du sida, enfin c'est quand même des années qui sont extrêmement, fin des années 70, début des années 80, c'est des années en fait où l'insouciance des années 70, ça paraît complètement idéalisé, alors que les années 70, la bande Abadère, le terrorisme, etc., sont des années dures, des années de sang, et c'est vrai que je trouve que le monde de Jean Graton était un peu trop idéalisé, et moi j'ai voulu dans mes histoires, ancrer ça dans un monde beaucoup plus, on va dire, un peu plus conscient de ce qui l'entoure. Ce que ne faisait pas, à mon avis, Jean Graton. Son monde était un peu trop utopique. Voilà. J'ai répondu ? T'as parfaitement répondu. Pas des Très bien. T'as pris des notes, c'est des notes pour. C'était des notes, ouais, pour moi, ouais, si je pour aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans tes notes là ou pas là? Non, pas là. On n'y est pas. Ce sera l'année prochaine. Ah, c'est pour toi. Ah oui, c'était pas pour l'interview, c'était pour oui, toi. Oui, toujours incarné, toujours des. On se retrouvera. On a encore plein de choses à se dire et c'est passionnant Philippe est un bourreau de travail, un surdoué du travail. T'arrives à être anxieux. Est-ce que tu as encore le temps d'être anxieux par rapport à ta création? Alors, anxieux, oui, je le suis tout le temps, mais pas par rapport à ma création. J'ai aucune crainte par rapport à ça. J'ai jamais eu c'est le fameux syndrome de la page blanche, tout ça, non, j'ai jamais eu ça. Je suis pas anxieux par rapport à ma création. Je me fais confiance. Après, pour le reste, oui, pour plein de choses. J'ai toujours peur pour mes gamins, j'ai peur je suis anxieux pour plein de choses, mais pas pour la création. Voilà. Eh bien, merci Philippe pour ce moment délicieux que nous avons passé ensemble. Je pense qu'on en repassera un tout à l'heure, parce qu'on a encore plein de choses à se dire, mais